consulaire depuis 2020. Après avoir été à la tête de ce service à Cuba durant 4 années, vous avez travaillé au sein de différentes missions économiques à l'étranger, dépendant du ministère français de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Premièrement au Chili, puis en Roumanie, où vous avez été conseiller, puis directeur de la mission économique Unifrance, devenue en 2015 Business France. Du fait de cette carrière remarquable, et plus particulièrement de votre direction du service économique du Trésor français en Égypte, vous êtes un observateur privilégié de la situation économique de ce pays, autant sur le plan de son commerce extérieur et de ses investissements, que sur la connaissance de la réglementation locale et du climat des affaires qui y règne en général. Il était ainsi naturel pour nous, en tant qu'enseignants de sciences politiques et économiques, d'inviter un homme dont l'expérience et la connaissance couvraient merveilleusement les deux volets, tout comme il nous était important en tant que lycée incarnant l'action diplomatique de la France en matière culturelle, d'inviter le directeur d'un des relais de l'action de ce pays en matière économique. Alors, nous allons parler du commerce international, qu'on va quand même définir. Il s'agit de l'échange de biens et services entre différents pays. Il s'agit aussi de l'organisation des échanges internationaux entre deux ou plusieurs espaces économiques. Le commerce international existe depuis des siècles et s'est largement développé au cours des années 80, notamment en raison de la baisse du coût du transport et des communications, la baisse des barrières tarifaires avec l'émergence du GATT, puis de l'OMC, le développement des zones de libre-échange, le Mercosur, l'ALENA ou l'Union européenne, naturellement. L'émergence aussi de certains pays du Sud qui ont démontré leurs avantages comparatifs. Et puis, le développement de la facilitation des transactions financières à travers notamment la flexibilité des taux de change et la digitalisation des plateformes de paiement. En 2019, le volume du commerce international représente 60% du PIB mondial. Toutefois, cette mondialisation n'est peut-être pas inéluctable. Des événements récents tels que le Brexit ou la Covid-19, on peut évoquer aussi la guerre commerciale entre les autorités chinoises et américaines, entraînent des incertitudes et des tensions sur le marché. Plus récemment, la guerre en Ukraine remet en cause l'interdépendance qui peut exister entre les pays. Quand certains analystes évoquent l'indépendance énergétique ou l'autosuffisance alimentaire, ils sous-entendent peut-être que cette tendance n'est pas irréversible. Alors, on va se cantonner au rapport 2021 de l'OMC, qui propose d'examiner les vulnérabilités du système commercial mondial en raison des liens commerciaux profonds qui existent entre les pays et des économies qui sont hyperconnectées et qui invite à renforcer la résilience économique pour résister à des chocs d'origine naturelle, humaine ou peut-être politique. On peut se demander dans ce contexte quelle est la place de l'Égypte dans ces échanges internationaux, où est-ce qu'elle se situe dans cette carte complexe des interdépendances, quelles sont ses forces et les défis auxquels elle peut faire face. Voilà, je vais vous laisser la parole et je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci à tous, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Merci de cette belle introduction. L'idée, à mon sens, c'est de pouvoir faire quelque chose d'interactif avec les professeurs évidemment, mais également et surtout avec les étudiants. Donc je vais peut-être pas forcément être très long dans mon exposé parce que on peut parler très longtemps sur ce sujet-là. Je vais simplement le développer peut-être en 3 temps. Un premier temps en mettant l'accent sur les échanges égyptiens avec le monde, donc sur plutôt la balance commerciale, mais hors service, celle qui est la plus facile à mesurer. Évidemment,
remettre tout ça dans le contexte des accords commerciaux que l'Égypte a signés avec un certain nombre de blocs, c'est exactement ce que vous mentionniez, et peut-être finir sur l'attractivité de l'Égypte et les investissements directs étrangers, puisque là aussi, l'insertion de l'Égypte dans le commerce mondial participe de cette place que peut éventuellement avoir l'Égypte dans le commerce international. Alors, très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Égypte est un pays qui est sur le plan commercial structurellement déficitaire. C'est que grosso modo, c'est un pays qui importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Donc, si on prend les chiffres de l'an dernier, grosso modo, les Égyptiens ont exporté 30 milliards de dollars et ils en ont importé 60. En période de Covid, c'était un tout petit peu moins, mais juste avant, en période pré-Covid, on était sur des montants proches de 75 à 80 milliards. Donc, ils sont très dépendants de leurs importations à l'étranger parce que c'est un pays qui a une production qui est centrée sur des produits à assez faible valeur ajoutée. Donc on a des engrais, on a les engrais phosphates, des matières premières évidemment, tous les produits agricoles, mais plutôt bruts, du textile et évidemment le pétrole et le gaz. Mais donc ce sont des produits assez bruts, donc où on n'ajoute pas beaucoup de valeur et donc forcément ils sont pas très compétitifs sur les marchés internationaux. Donc l'Égypte est structurellement dépendante de ses importations, alors et notamment pour les denrées stratégiques, c'est important. Et la crise ukrainienne est là pour nous le rappeler. L'Égypte est le premier importateur de blé au monde. Et malheureusement pour eux, leurs principaux fournisseurs sont ukrainiens et russes, notamment pour le blé pour le marché public. Et donc du coup, ça leur pose un souci, forcément. Et ils sont aujourd'hui en train de voir quelles pourraient être leurs autres sources d'approvisionnement dans un contexte qui est quand même compliqué. Ensuite, si on regarde un petit peu quels sont les principaux pays qui commercent avec l'Égypte, on a principalement la Chine, évidemment, pour tout ce qui est approvisionnement, donc et de très 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 loin, pratiquement 9 milliards de dollars l'année dernière. Ensuite, vous avez les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe sont pas très loin. Inversement, les pays vers lesquels l'Égypte exporte le plus, principalement les pays du Golfe. Par contre, si on raisonne par bloc, là, pour le coup, l'Union européenne est extrêmement bien placée. Dans les deux cas, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, l'Union européenne représente pratiquement un tiers des échanges. Donc, c'est vraiment l'Union européenne qui a une place importante au sein des échanges avec l'Égypte aujourd'hui. Ça fait une transition, puisqu'on parle de l'Union européenne, vers les accords commerciaux qui ont été signés par l'Égypte. Ils sont assez fondamentaux parce que c'est ces accords commerciaux qui vont permettre de réduire les barrières tarifaires, donc notamment ce qu'on appelle les droits de douane, et qui vont permettre de fluidifier, d'augmenter, d'accentuer les échanges entre les pays. Alors en ce qui concerne l'Égypte, ils ont signé, et c'est un accord évidemment très important, un accord d'association avec l'Union européenne. Et c'est également pour ça qu'on retrouve l'Union européenne en si bonne position dans les échanges avec l'Égypte. Alors ça s'est fait de manière progressive évidemment, c'est un accord qui a été signé en 2001, qui immédiatement a permis aux produits égyptiens de rentrer sur le marché européen libre de droits de douane. Par contre, la mise en œuvre côté égyptien était plus progressive. C'est-à-dire que pendant 12 ans, au fur et à mesure, les Égyptiens ont démantelé un certain nombre de leurs barrières tarifaires, donc au niveau des droits de douane, pour arriver par exemple à un résultat important pour nous, qui est la possibilité pour les entreprises européennes d'exporter sans droits de douane des véhicules, des voitures sur le marché égyptien à partir de 2019. Voilà. Et ça s'est traduit
automatiquement par une très très forte augmentation des exportations de véhicules depuis l'Europe et notamment depuis la France. Alors, cet accord commercial, enfin cet accord d'association avec l'Union européenne, il est évidemment très important, mais l'Égypte a signé d'autres accords commerciaux. Il a notamment signé un accord avec l'Afrique orientale et australe, ce qu'on appelle le marché commun d'Afrique orientale et australe, ou COMESA, avec son sigle qu'on utilise le plus fréquemment. L'Égypte est également membre de la grande zone arabe de libre-échange et plus récemment a signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, l'acronyme ZLECAF, qui est entré en vigueur le 30 mai 2019. L'ensemble des pays ne l'ont pas encore ratifié, mais c'est un accord qui est important parce que ça va promouvoir le commerce interafricain. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Égypte ne commerce que très peu avec le continent africain. Moins de 5% de ses exportations sont dirigées vers le continent africain. Et donc, cet accord-là, donc zone de libre-échange continentale africaine, devrait permettre la suppression de 97% des barrières douanières d'ici à 2033. Et l'Égypte, qui est quand même un pays relativement industriel comparé à ses pairs en Afrique, pourrait en tirer un profit important, puisqu'on estime, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude de la Banque mondiale qui date à peu près d'un an, je pense, mentionne que l'Égypte pourrait bénéficier de 11 milliards de dollars d'exportations supplémentaires sur le continent africain le jour où cet accord de libre-échange sera pleinement opérationnel. Remettez ça dans le contexte de ce que je vous disais, 30 milliards de dollars d'exportation totale pour l'ensemble des biens produits ou exportés par l'Égypte, comparativement à 11 milliards de dollars supplémentaires lorsque cet accord de libre-échange sera totalement opérationnel d'ici à 2033. Donc ça, c'est évidemment important pour la partie libre-échange et blocs avec lesquels l'Égypte peut commercer. J'ai oublié un point, donc on peut le mentionner maintenant, mais lorsqu'on parlait effectivement commerce extérieur, je peux le faire maintenant. Peut-être un petit focus sur les échanges entre la France et l'Égypte, et ils sont importants et ils augmentent d'année en année. Grosso modo, le volume, c'est 3 milliards d'euros par an. Donc, on a pratiquement 2 milliards d'exportations françaises, plus ou moins en fonction des années et en fonction des livraisons d'Airbus, qui était jusqu'à un passé récent un de nos gros postes à l'exportation. Depuis 2020 et la fin des livraisons d'une grosse commande que l'Égypte avait passée à la France, il n'y a plus de livraison aéronautique. Et donc, du coup, nos exportations ont un petit peu baissé en 2021 par rapport à 2020, mais hors aéronautique, nos exportations ont augmenté de 20%. C'est-à-dire que sur les autres lots, les autres sous-lignes de notre commerce extérieur, on a surperformé, et notamment dans le secteur automobile. Et donc, je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, donc ce fameux accord d'association entre l'Union européenne et l'Égypte, qui a notamment permis en 2019 à nos véhicules ou aux véhicules produits en France et en Europe en général d'entrer sans droit de douane sur le marché égyptien, eh bien en 2021 par rapport à 2020, nos exportations de véhicules ont augmenté de 50%. Les principaux postes d'exportation sont les véhicules et les produits pharmaceutiques, mais on exporte un petit peu de tout sur l'Égypte. Inversement, les Égyptiens ont exporté à peu près 800 millions d'euros vers la France l'année dernière. Ce sont principalement des engrais, un petit peu de textile et un petit peu de produits agricoles, ce qui correspond d'ailleurs à la structure de la production égyptienne. Voilà pour la France. Un petit mot sur les investissements directs étrangers. Ils sont très importants parce que ça permet souvent de restructurer une industrie, de donner un peu plus de force à un certain nombre de secteurs. Force est de constater que
En fait, les investissements directs étrangers en Égypte, donc c'est des investissements d'entreprises étrangères de quelque nationalité qui ce soit sur le sol étranger, et notamment des investissements d'entreprises françaises, ne sont pas très importantes eu égard à la taille du pays. C'est dû à un environnement des affaires en Égypte qui est complexe. On pourra éventuellement revenir sur cette notion d'environnement des affaires tout à l'heure si vous le souhaitez. Aujourd'hui, les investissements directs étrangers en Égypte ne représentent que 1,3% du PIB du pays. Alors peut-être une aparté, je ne sais pas si vous le savez, mais le PIB de l'Égypte, c'est à peu près 400 milliards de dollars. Voilà. Ça ne prend pas en compte toute l'économie informelle. Ça aussi, c'est une notion, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Officiellement, le PIB de l'Égypte, c'est 400 milliards de dollars et les investissements directs étrangers, aujourd'hui, représentent, en tout cas en 2021, représentaient 1,3% du PIB. En valeur, c'était 5,9 milliards de dollars. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, ce qui est important de noter aussi, c'est que l'Égypte reste le premier bénéficiaire d'investissements directs étrangers en Afrique, avec 15% de l'ensemble des investissements directs étrangers du continent. Le continent, il absorbe à peu près 40 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, et l'Égypte, dans tout ça, représente 15%, ce qui est pas mal. Par contre, pour un pays en développement ou un pays émergent comme l'Égypte, ce ratio de 1,3% du PIB en matière d'investissement direct étranger, ça reste relativement faible. Et donc, du coup, pour financer son développement, l'Égypte mise beaucoup sur ses ressources intérieures et avec un financement local, ce qui fait qu'effectivement, l'une des grandes vulnérabilités du pays, c'est son endettement. Aujourd'hui, un ratio qui est scruté de près par beaucoup d'agences de notation et par nous aussi au Trésor, puisqu'on est exposé financièrement en tant que France sur l'Égypte, puisqu'on prête de l'argent aux autorités égyptiennes. Et si on prête de l'argent, on souhaite également à un moment donné que le pays récipiendaire puisse nous le rembourser. Et donc, c'est un ratio qu'on regarde de près, puisque aujourd'hui, l'Égypte est endettée à hauteur de 90% de son PIB. En France, c'est beaucoup plus, mais la France est un pays développé avec une signature, comme on dit, qui est bien meilleure que celle de l'Égypte. Et donc, c'est un ratio qu'on regarde de près. Le Fonds monétaire international estime que aujourd'hui, ce ratio reste gérable pour l'Égypte, mais ça reste une vulnérabilité. Donc voilà pour les investissements directs étrangers. Le sujet aussi, et il faut le noter, c'est que une grande partie de ces investissements directs étrangers se sont dirigés vers le secteur pétrolier et gazier. De plus en plus dans le secteur gazier, parce que les Égyptiens ont eu la chance de découvrir un champ offshore extrêmement intéressant qui est celui de Zohr, donc qui leur permet aujourd'hui d'être quasiment autosuffisants selon les périodes en matière de gaz, de consommation de gaz, grâce à des importations en provenance d'Israël et deux trains de liquéfaction qu'ils ont sur la côte nord. Ils sont même aujourd'hui en mesure d'exporter du gaz naturel liquéfié un peu dans le monde entier, principalement vers l'Asie, un peu plus maintenant vers l'Europe compte tenu du conflit en Ukraine. Mais c'est également une faiblesse, c'est-à-dire qu'effectivement, ces investissements directs étrangers, ils ne viennent pas dans des secteurs qui pourraient permettre à l'Égypte de se développer plus avant et de s'insérer encore plus dans le commerce mondial. Voilà. Que dire de plus, si ce n'est qu'effectivement, ces investissements directs étrangers, ils sont évidemment également tributaires ou fonction de l'attractivité de l'Égypte sur ce plan-là. Un investisseur, il a horreur des incertitudes et il a besoin d'un cadre légal qui soit clair pour au moins le temps de son investissement.
Et lorsqu'on on investit dans des infrastructures, le retour sur investissement, c'est-à-dire l'année à partir de laquelle on va réussir à gagner de l'argent après avoir investi en premier lieu, eh bien, c'est relativement long. Ça peut être 5, 6, 7, 8 ans. Et donc, si l'investisseur n'a pas cette visibilité-là, visibilité à long terme, il aura du mal à investir ses fonds, son argent, dans des projets, quel que soit le pays. L'Égypte, effectivement, est un pays où le cadre légal est assez fluctuant, en tout cas pas toujours stabilisé, et où les investisseurs ont parfois des difficultés à se projeter à moyen et à long terme. Et donc, comme l'Égypte, si on parle d'insertion dans le commerce mondial, l'Égypte, là aussi, est en concurrence avec tous les autres pays dans le monde pour attirer des capitaux étrangers. Ces capitaux étrangers, généralement, ils sont également générateurs d'emplois. Et ça, c'est important. Et donc, tous les pays émergents dans le monde recherchent des investisseurs étrangers pour permettre de développer l'emploi sur leur sol national. Et donc, l'Égypte est en concurrence avec beaucoup de pays dans le monde. Ici, localement, principalement avec le Maroc. Pour reprendre d'ailleurs l'exemple de l'automobile, les Marocains ont très bien réussi à faire venir des constructeurs automobiles chez eux, à force de réduction de bonus, je cherche le mot incentive en anglais, mais fiscaux et bénéfices fiscaux, voilà, et financiers. Aujourd'hui, on nous parle d'une stratégie automobile égyptienne qui devait sortir déjà il y a un bout de temps, puisque c'est quelque chose qui est sur la table depuis au moins 2019. Nous sommes en 2022, cette stratégie n'est toujours pas sortie. Et donc, si aujourd'hui on travaille, on est un investisseur étranger, un équipementier, et on se dit qu'on est intéressé par le marché égyptien en tant qu'investisseur, compte tenu de sa position géographique, un petit peu de hub, de plateforme entre les pays du Golfe et l'Afrique, on va peut-être réfléchir à deux fois parce que on a d'un côté en Maroc notamment un cadre réglementaire et législatif qui est stable avec notamment des bénéfices fiscaux, sociaux qui sont établis, connus, et un pays comme l'Égypte, qui a certes une main-d'œuvre qui est pas chère, mais où le cadre légal n'est pas encore totalement stabilisé. Voilà grosso modo ce que je voulais vous mentionner sur ces trois aspects-là, qui sont effectivement le commerce extérieur de l'Égypte, son intégration dans le commerce mondial grâce aux accords commerciaux que le pays a pu signer, et un petit focus sur les investissements directs étrangers qui sont quand même assez cruciaux dans le développement d'un pays. Et je suis évidemment à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Il ne faut surtout pas hésiter. Très bien. Ben, on vous remercie pour cette présentation très intéressante de la place de l'Égypte dans le commerce mondial. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos participants. Non. Alors, parce que je voudrais prendre la parole de personne, mais alors moi, j'ai plein de questions. Au début de votre présentation, vous avez mentionné que l'Égypte était premier importateur de blé au monde. Est-ce que la France est exportatrice de blé? Est-ce qu'il pourrait être question que la France puisse exporter du blé vers l'Égypte? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un lien entre la France et l'Égypte sur ce type de matière première ou pas? Oui. Alors, oui, bien entendu. Je vais essayer de répondre à votre question. La France exporte déjà du blé vers l'Égypte. Ça dépend des années. Ça dépend évidemment de la récolte et ça dépend évidemment de sa compétitivité. Jusqu'à un passé récent, les Égyptiens importaient surtout du blé ukrainien et russe parce que la variable transport joue un rôle très important dans le prix de revient. Nos céréales, elles proviennent du port céréalier de Rouen. Et donc, du coup, il faut faire tout le tour de la côte atlantique, il faut passer l'étroit de Gibraltar pour arriver en Égypte. Et donc, notre blé
n'est généralement pas compétitif. Il a un autre souci, c'est qu'il a un taux d'humidité qui est plus important que la plupart des pays producteurs de blé, Ukraine, Russie, Roumanie. Aujourd'hui, la donne a évidemment changé, puisque l'Ukraine et la Russie, ça représente pratiquement un tiers des exportations mondiales de blé. Donc forcément, l'Égypte doit trouver d'autres fournisseurs, et l'Égypte espère bien que la France puisse, à court terme, être un de ses fournisseurs. On vend déjà. Ce qu'on s'est dit, c'est que il va falloir attendre la récolte française qui aura lieu en juillet. On regardera quels sont les volumes qui sont disponibles, et ensuite il faudra vérifier dans quelle mesure on pourra répondre totalement ou partiellement à la demande des Égyptiens. Nous, on a, selon les années, entre 17 et 18 millions de tonnes de blé à exporter. Je vous cacherai pas par ailleurs que le problème, c'est que côté français, on a eu des demandes des Égyptiens, évidemment, mais également des demandes de beaucoup d'autres pays, notamment du pourtour méditerranéen. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc sont autant de pays où le blé, la farine et le pain, au final, sont des denrées extrêmement importantes. Mais on peut totalement imaginer, et les discussions sont déjà en cours, pour voir dans quelle mesure la France pourrait subvenir totalement ou partiellement aux besoins des Égyptiens. D'accord. Mais a priori, du coup, vous dites, oui, il n'y aura pas de réponse avant le mois de juillet, en attendant de voir quelles sont les récoltes au niveau de la France. Ouais. Absolument. Absolument. Les Égyptiens, de toute manière, ils sont pas trop pressés. Pour une raison très simple. Ils ont 4 mois de stock sûr. Donc, pour toutes les denrées stratégiques, et notamment pour tout ce qui est matières premières et denrées alimentaires, le gouvernement avait ordonné depuis un bout de temps déjà d'avoir des stocks stratégiques, des stocks tampons. Aujourd'hui, pour le blé, ils ont 4 mois de stock, et leur récolte commence maintenant, au mois d'avril. Et donc, du coup, ils sont tranquilles jusqu'au mois de... Allez, jusqu'à la fin de l'année, on va dire. Le souci sera si jamais le conflit en Ukraine s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui, je crois que personne ne peut prédire l'avenir, et notamment sur ce qui va se passer en Ukraine et comment ce conflit va évoluer. Il est évident que pour l'Égypte, et pour d'ailleurs l'ensemble des pays dans le monde entier en matière de commerce et d'échange, plus ce conflit va s'éterniser, plus il va avoir des répercussions avec des dommages collatéraux plus ou moins graves sur l'économie mondiale. Ok. J'aurais une question pour enchaîner un petit peu sur cette denrée agricole qui est le blé. Il est historiquement reconnu que l'Égypte était un peu le grenier à blé de l'Empire romain, ça fait évidemment très longtemps. Les difficultés structurelles de ce secteur qui font que l'Égypte ne peut pas être dans une situation d'exportation de ces denrées agricoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, absolument. C'est que c'est ce que je disais en creux tout à l'heure, c'est que les Égyptiens n'apportent que très peu de valeur à leur production, et donc ils ne se mettent pas non plus en position de pouvoir exporter leurs produits, puisqu'ils ne répondent pas aux demandes des consommateurs, tout simplement. Et alors ça peut répondre à la demande locale, mais ça répond pas forcément aux besoins, aux normes et à la demande des consommateurs européens ou dans le reste du monde. Pour les céréales, c'est également une question de prix de rachat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pain Baladi coûte 5 piastres aux ménages qui y ont droit. Il y a 70 millions de ménages égyptiens qui ont 70 millions de personnes, pas de ménages, excusez-moi, 70 millions de personnes qui ont droit à ce pain Baladi, ces fameux 5 pains par jour. Ils sont vendus 5 piastres. Le coût de production de ce type de pain, c'est entre 50 et 60. Et donc du coup, les Égyptiens sont obligés de racheter ou d'acheter sur leur marché local du pain, des céréales, du blé très très bon marché, ou inversement, lorsqu'ils achètent du blé à l'étranger, de le subventionner massivement pour pouvoir vendre ces petits pains, ce pain Baladi à 5 piastres. Le sujet de fond aussi, c'est que
C'est ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire hein, avec la crise en Ukraine. Le gouvernement a mentionné qu'il allait racheter le blé produit en Égypte à un tarif bien plus élevé que ce qu'il ne faisait auparavant. Qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, les céréaliers locaux vont faire leur petit calcul et ils vont se dire peut-être que ça vaut le coup pour moi, en tant que céréalier égyptien, de planter plus de blé à l'avenir parce que je sais que le gouvernement va me le racheter à un tarif plus élevé. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, les Égyptiens se jouent sur les deux tableaux. Ils vont essayer de trouver des nouveaux fournisseurs avec des accords plus ou moins de long terme ou à court terme en allant sur le marché, en espérant que le conflit en Ukraine ne s'éternise pas. Et parallèlement, ils essayent de se donner les moyens d'augmenter leur production locale. Aujourd'hui, les besoins en blé sur le marché égyptien, c'est 20 millions de tonnes, grosso modo. Ils en produisent entre 8 et 10 millions tous les ans, et les 10 millions d'autres sont importés. Et là encore, il faut partager le marché. Les 10 millions à l'importation, c'est 6 millions de tonnes pour le marché privé, et 4 millions de tonnes pour le marché public, c'est-à-dire notamment les pas maladies. Voilà. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Monsieur Katabi, professeur de SES, de Balzac. Quelques petites questions. Vous avez dit que l'UE était un bon partenaire de l'Égypte dans les échanges. Quel pays en profite vraiment? C'est ma première question. Quelle est la place de la France? Au niveau de l'environnement des affaires, vous avez dit que c'était un peu compliqué. Il y avait une zone d'incertitude. Est-ce que vous faites allusion aux institutions qui sont pas encore assez fiables concernant le retour sur investissement? Et dernière question, en tant qu'expert, quelles seraient les réformes structurelles à mener pour améliorer les exportations et peut-être diminuer un peu les importations? Alors du coup, je les ai pas notés, mais du coup, si jamais j'en oublie une, vous me le rappellerez. Sur l'Union européenne, tous les pays en bénéficient en fait. Le souci de fond, vu du côté égyptien, voire du côté africain, c'est que en mettant en œuvre des accords de libre-échange entre l'Europe et certains blocs africains, on n'a pas vraiment pris en compte les besoins ou les forces en présence côté africain. C'est-à-dire que l'Égypte n'est pas isolée. Il y a d'autres pays où effectivement vous avez une production locale, un tissu industriel qui ne peut pas être à la hauteur des produits européens en termes qualitatifs. Potentiellement sur le plan du prix, mais qualitativement, ils sont encore très loin derrière. Et donc du coup, aujourd'hui, il est très difficile pour des industriels des pays africains de monter en gamme parce qu'ils sont le temps de monter en gamme, il faut investir, il faut dans la recherche-production, etc. Ça prend du temps et le temps ils l'ont pas puisque ils vont être tout de suite en concurrence avec des produits issus de pays européens ou d'autres pays. Là, on parle de l'Europe parce qu'effectivement, il y a un accord d'association entre l'Union européenne et l'Égypte. Mais dès que vous avez un accord de libre-échange, très souvent, et c'est les conclusions également des instances multilatérales, c'est que les échanges deviennent assez vite asynchrones. C'est-à-dire que les pays développés, notamment en l'occurrence les pays européens, vont pouvoir plus facilement exporter leurs produits vers ces marchés-là, vers l'Égypte ou vers les pays africains, et inversement, l'Égypte et les pays africains vont avoir plus de mal à exporter leurs propres produits vers l'Europe parce que ils sont cantonnés à des produits à plus faible valeur ajoutée. Et ils ont du mal à développer le reste de leur production parce qu'ils ne sont plus protégés. Voilà. Sur l'environnement des affaires, je le prends en désordre parce que je me souviens de celui-là. C'est un tout en fait. Aujourd'hui, vous avez 33 institutions, organismes qui régulent le commerce, qu'ils soient internes ou externes, avec des organismes qui ne parlent pas entre eux, et avec une bureaucratie qui est omniprésente. Il manquera toujours un tampon, ils adorent les tampons dans ce pays, il manquera toujours un tampon, il manquera toujours un document, il manquera toujours une autorisation. Et donc du coup,
ça renchérit fortement toute transaction. Aujourd'hui, on a des subventions à l'exportation qui existent, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que, de mon point de vue, il serait beaucoup plus simple de fluidifier l'organisation interne égyptienne pour permettre d'échanger plus librement, même d'entreprise égyptienne à entreprise égyptienne, plutôt que de verser des subventions, qui d'ailleurs ont du mal à être payées, puisque là aussi le processus bureaucratique est long. Nous avons des entreprises qui attendent parfois des années à se faire rembourser leurs subventions aux exportations. Alors c'est du temps, et le temps c'est de l'argent, et ce qui fait qu'au bout du compte, c'est compliqué de travailler avec l'Égypte aujourd'hui. Nous avons quand même beaucoup d'entreprises françaises qui sont présentes. On a, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on a 4000 entreprises françaises qui exportent sur l'Égypte tous les ans, grosso modo. On a 160 à peu près filiales, on va certainement en oublier quelques-unes parce qu'on n'a pas le compte exact, entre 160 et 200 filiales françaises ici, ça représente 5 milliards grosso modo de stock d'investissement et les entreprises françaises emploient 50 000 personnes. Donc c'est loin d'être neutre, on est un partenaire important, très important pour l'Égypte. Elles sont confrontées à tout ce que je viens de vous mentionner, tout le temps. Et ça, c'est la partie un peu compliquée ou la moins sympathique de notre métier, puisqu'on on est également là en tant que service économique pour essayer d'améliorer cet environnement des affaires pour le compte de nos entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc, on intervient souvent auprès de ces 33, 34 ou plusieurs dizaines d'institutions qui régulent le commerce sous toutes ses facettes. Beaucoup avec les services des douanes, des containers bloqués, etc., parce qu'il manque quelque chose ou parce que le guichet voulait pas. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Nos entreprises ne s'en vont pas pour autant. C'est que quelque part, elles y trouvent certainement leur compte et beaucoup leur compte. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs des plans d'expansion assez conséquents en Égypte. Ça montre également qu'elles sont assez confiantes dans l'avenir. Mais travailler en Égypte reste compliqué. Il y avait encore 2 autres questions, mais je les ai oubliées. Donc, si vous voulez bien me les reposer, je répondrai avec plaisir. Oui, alors, environnement des affaires, vous avez répondu à peut-être la réforme, quelles seraient les solutions? Je pense que vous avez répondu en partie. Une des réformes structurelles, ce serait la réforme structurelle quand même. Oui, absolument. Absolument. Alors, je vais essayer d'être politiquement correct dans ce que je vais dire. Alors, il y a une partie des réformes structurelles qui ont déjà été mises en œuvre, mais elles sont le fait du seul ministère des Finances. Aujourd'hui, les douanes, les services des douanes sont sous la tutelle du ministère des Finances. Donc, j'inclus les douanes là-dedans. Il y a 2 choses majeures. Deux orientations majeures qui ont eu lieu récemment. La première, c'est la digitalisation. Madame Lou Sararian mentionnait la numérisation, la digitalisation tout à l'heure. Cette digitalisation, elle existe aujourd'hui au niveau des services douaniers. Depuis octobre de l'année dernière, la douane a digitalisé l'ensemble de ses procédures d'importation et d'exportation. C'est un programme qui s'appelle NAFESA. Et aujourd'hui, alors ça fonctionne avec la blockchain. Voilà, ils ont créé, le ministère des Finances a créé une JV avec une société locale. Et effectivement, ils ont développé tout un système qui permet aujourd'hui d'éviter tout document papier. Et qui dit éviter tout document papier évite évidemment en grande partie toute possibilité de corruption. Grosso modo, avant, pour dédouaner une marchandise qui était importée, vous aviez, alors ça dépendait des produits, mais ça pouvait aller jusqu'à 10 ou 15 guichets physiques au port d'Alexandrie, où vous deviez passer avec souvent les fameuses dépenses discrétionnaires.
Aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus compliqué puisque tout se fait de façon automatique, numérisée. Alors ça s'est pas fait sans heurts parce que comme tout nouveau logiciel, tout nouveau programme, évidemment, lorsqu'ils l'ont lancé au 1er octobre de l'année dernière, c'était pas parfait. On a réalisé avec le directeur des douanes et nos entreprises ici des sessions de travail pour améliorer un petit peu le système, etc. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas si mal. Alors l'idée, c'est évidemment de réduire les temps d'attente des marchandises dans le port d'Alexandrie ou d'autres ports du pays, mais c'est également très clairement de réduire les fameuses dépenses discrétionnaires. Donc ça, c'est une réforme structurelle qui est très importante. Ça va permettre de fluidifier normalement, lorsque le programme arrivera en vitesse de croisière, l'entrée et la sortie des marchandises d'Égypte. Le deuxième programme qui est extrêmement intéressant, c'est que le ministère des Finances a mis en place le e-invoicing en très bon français, donc tout ce qui est facture électronique, avec toutes les grandes entreprises obligatoires. Donc, on peut pas s'y dérober. Et au fur et à mesure, le ministère des Finances inclut de plus en plus d'entreprises dans ce système pour éviter, là aussi, les dépenses discrétionnaires, les fausses factures. Je vous laisse imaginer tout le reste. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre forme. Et le ministère des Finances, c'est pas parce que je viens du ministère des Finances que je l'aime bien, mais ici, ils sont très bons. Ils sont honnêtement très bons. Lorsque je vais voir le vice-ministre, lorsqu'on voit le ministre Maït, ils savent de quoi ils parlent, ils ont un cap, ils savent où veulent aller. C'est structuré, c'est clair. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est totalement en marche. Là où il y a encore beaucoup de travail, c'est le reste des réformes structurelles. C'est très clair, je vous remercie. Bonjour, j'en ai une simple. Est-ce que l'Égypte est un bon candidat aux délocalisations venant d'Europe et de France? Oui et non. Oui, parce que théoriquement, ils ont beaucoup d'atouts. Ils ont les ports, le canal de Suez. Ils ont maintenant une zone économique de développement spécial qui devrait pouvoir attirer des investisseurs étrangers. Mais globalement, il y a assez peu d'entreprises qui ont investi ici, notamment françaises, pour délocaliser. C'est plutôt des investissements qui permettent d'approvisionner le marché local. Je pense notamment à nos entreprises dans l'agroalimentaire, Bell, Lactalis, qui effectivement, vous voyez bien que vous avez la vache qui rit un petit peu partout. Donc la vache qui rit qui est produite ici, c'est pas pour exporter en France, c'est pour alimenter le marché local. Donc non pour les délocalisations, parce que là encore, l'attractivité de l'Égypte comme plateforme pour exporter ailleurs n'est pas encore totalement avérée pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais elle y aspire. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous allez dans les ministères techniques, vous voyez les ministres, ils ont qu'un mot à la bouche, c'est production locale. Et ils ont raison. Sur le fond, ils ont raison. On ne peut plus se contenter simplement d'exporter nos produits vers l'Égypte. Il faut aussi qu'à un moment donné, l'Égypte puisse se développer industriellement, apporter plus de valeur à ce qu'ils peuvent faire, puisque aujourd'hui ils ont un gros souci de liquidité en devises, puisque comme je vous le disais, ils exportent 30 milliards, ils importent 70 milliards. Ces 70 milliards, il faut les financer. Et donc une des principales ressources de financement, c'est les exportations en parallèle. Et aujourd'hui, les exportations sont certainement trop faibles. Je vous remercie. Je vous en prie. J'aurais pour ma part 3 questions, si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. Simplement, tout à l'heure, vous avez fait allusion à la part du secteur informel. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails là-dessus? Également sur les zones de libre-échange que vous avez mentionnées, sur la zone arabe de libre-échange et le COMESA, je crois. Quel est le degré d'intégration de l'Égypte dans ces deux ensembles, dans ces deux zones? Est-ce qu'il s'agit seulement de tarifs douaniers ou est-ce que ça va plus loin sur des législations communes, ce genre de procédés? Et également, est-ce qu'on pourrait avoir une catégorisation de l'Égypte sur la typologie du développement? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt, selon vous, plutôt un pays émergent, plutôt un PMA?
entre les deux, aucun des deux, etc. Non, c'est un pays émergent à croissance rapide, en ce sens où c'est un pays qui est tiré par les grands travaux. Vous les voyez comme moi, ça fait depuis la nuit des temps que c'est un pays de bâtisseurs. Aujourd'hui, il continue à bâtir des routes, des immeubles, des ponts, des ports, des métros. Où d'ailleurs, nous on est très présents. Et donc, c'est une politique un peu keynésienne de grands travaux financés par les pouvoirs publics. Et moi, ce qui me frappe, je connais pas assez bien l'Égypte, ça fait un peu moins de 2 ans que je suis ici, mais les personnes avec qui j'échange, qui connaissaient l'Égypte il y a une douzaine d'années, cette transformation rapide du pays, ils la reconnaissent très volontiers. Donc c'est un pays qui est un gros partenaire pour la France, et donc pour moi c'est un pays émergent et en émergence rapide. Ensuite, la soutenabilité de la politique qui est menée, c'est un autre débat. Je pourrais revenir ultérieurement si cette expérience vous a intéressé, peut-être en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Mais ça, c'est un sujet un peu plus macroéconomique, mais qui est très intéressant à développer aussi. Voilà, donc émergent rapide sur la zone de libre-échange du continent africain, sur COMESA. C'est vraiment douanier. Comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est vraiment douanier pour une raison très simple, c'est que comme le tissu industriel égyptien il est pas très développé, il n'y a pas non plus de véritable volonté d'aller beaucoup plus loin que de profiter d'opportunités tarifaires dans certains pays. Et ce qui est étonnant, enfin étonnant ou pas, mais c'est une constatation, l'Égypte l'Égypte est beaucoup plus tournée vers les pays du Proche et du Moyen-Orient que vers les pays africains. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que 5% de son commerce qui se fait avec le continent africain. C'est extrêmement peu, c'est extrêmement faible. Et s'il y a très clairement des possibilités de croissance du côté du commerce extérieur égyptien, c'est certainement vers le continent africain. Aujourd'hui, certains de nos grands groupes sont en contact avec quelques grands groupes égyptiens pour faire un peu de la coopération sur le pays tiers. Donc aujourd'hui, les Égyptiens sont plutôt forts dans le génie civil, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est des bâtisseurs. Vous avez des grands groupes comme Hassan Alam, vous avez des grands groupes comme Orascom, Arab Contractors qui est plus public, mais tous ces groupes-là ont acquis une certaine expertise dans leur domaine d'activité, et on peut très bien imaginer voir des entreprises françaises et des entreprises égyptiennes travailler de concert sur d'autres marchés ici en Afrique. Et la première question, j'ai oublié. Sur la part du secteur informel dans l'économie égyptienne. Oui. Alors là, c'est la question à $1000 puisque personne ne sait vraiment. Alors vous avez tout et n'importe quoi en matière de chiffres. Nous, au doigt mouillé, avec les différents éléments qu'on peut recueillir à droite et à gauche, on estime ça à 40%. Mais bon, je serais incapable d'étayer cette position-là. C'est voilà, c'est une analyse qu'on a faite en fonction des entretiens qu'on a pu avoir. Moi, beaucoup sur le terrain. Nous, on reste pas assis au bureau parce que sinon on ferait de la revue de presse et un autre service de l'ambassade qui fait ça très bien. Nous, on est beaucoup sur le terrain à recueillir de l'information auprès de différents interlocuteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour nous forger notre propre opinion et réaliser nos propres analyses. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 40%, mais je ne mettrai pas ma main à couper. On est quand même très en dessous des moyennes africaines, donc c'est plutôt positif, autour de 70, je vois, sur l'ensemble du continent. Oui. Ah oui, non, c'est quand même plus structuré ici. Notamment autour des gros bassins comme le Caire. Merci. Je vous en prie.
pour rebondir sur ce que vous disiez en mentionnant que l'Égypte n'avait exporté très peu exporté beaucoup, était vraiment tourné vers le Moyen-Orient et très peu vers l'Afrique. Est-ce que vous avez une idée pourquoi et qu'est-ce qu'elle pourrait exporter vers l'Afrique? Sachant que vous dites qu'il y a peu de valeur ajoutée dans la production égyptienne et que, a priori, à ma connaissance, les pays africains aussi ont peu de valeur ajoutée dans leur production. Vous avez répondu je pense, à la première question. C'est qu'effectivement, les productions de l'Égypte et de beaucoup de pays africains sont identiques. Et donc, du coup, exporter des produits agricoles que d'autres pays africains produisent aussi, ça répond pas à la demande de ces pays-là. Par contre, le gros avantage de l'Égypte, c'est qu'il est beaucoup plus industrialisé que la plupart des autres pays africains. Je prends un exemple. En matière de vaccins, il y a 3 pays en Afrique qui peuvent éventuellement produire des vaccins. L'Égypte en produit déjà quelques-uns, mais il y a le Sénégal et l'Afrique du Sud, c'est tout. Sur le plan strictement industriel, l'Égypte est un grand pays sidérurgique, sur l'aluminium, sur l'acier, ce que d'autres pays africains ne sont pas. Et donc, sur le plan industriel, l'Égypte a quand même un certain nombre d'avantages comparatifs par rapport à d'autres pays africains. Et ce sont ces produits-là qui pourront évidemment exporter vers le continent africain. Et c'est dans cette optique-là, notamment, sur la partie plus industrielle, que la Banque mondiale avait estimé, analysé que d'ici 2030, dans le cadre de la zone de libre-échange du continent africain, l'Égypte pourrait exporter jusqu'à 11 milliards de dollars en plus vers le continent africain. J'aurais peut-être une dernière question, moi, sur le renflouement de la dette. Alors, je me rappelle en mémoire d'historien que dans les années 90, lors de la première guerre du Golfe, il y avait eu justement une sorte d'arrangement avec le FMI pour une réduction, on va dire, c'est pas exactement le terme, de la dette de l'Égypte au FMI. Et est-ce que éventuellement il y aurait un possible rabais dans les années prochaines à cette fameuse dette qui est très conséquente, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure? Oui, le FMI est ou inversement, c'est l'Égypte qui est en négociation avec le FMI actuellement. La crise en Ukraine a eu des conséquences très négatives sur l'économie égyptienne sur 2 aspects. Le premier, c'est que effectivement du jour au lendemain, le robinet des touristes ukrainiens et russes s'est tari. Et les touristes russes et ukrainiens représentent, en fonction des années, jusqu'à 30-35% de l'ensemble des touristes du pays. Et donc, ça, c'est un secteur pourvoyeur de beaucoup de devises. Et le deuxième point, c'est que le blé est passé de 200 $ la tonne à 400 $ la tonne. Et donc, sur l'année qui s'est écoulée, les Égyptiens ont déjà dû débourser 15 milliards de livres égyptiennes de surcoût pour acheter leur blé. Et donc, parallèlement, l'Égypte est en croissance forte, proche de 6% sur l'année, mais proche même de 9% sur le dernier trimestre. Et comme c'est un pays qui est structurellement importateur, les importations ont augmenté en flèche. Et ces importations, il faut les financer. Et donc du coup, pour financer les importations, on ne peut pas utiliser de livres égyptiennes, mais il faut utiliser des devises, des dollars ou des euros. Et donc, on est arrivé à un effet ciseau où effectivement, il y avait de moins en moins de réserves ou d'actifs en devises ou de ressources en devises dans les banques commerciales égyptiennes, notamment les banques publiques, puisque les banques publiques représentent pratiquement 70% de l'ensemble du paysage bancaire ici. Et parallèlement, la Banque centrale intervenait beaucoup sur le marché d'échange, puisque pour éviter une inflation importée avec des produits trop chers à l'importation, la banque centrale égyptienne avait décidé de faire en sorte que
la livre égyptienne soit liée au dollar américain. Donc vous verrez, si vous regardez le taux de change de la livre égyptienne vis-à-vis du dollar sur les dernières années, ça n'a pas beaucoup évolué. Sauf que, à partir d'un certain moment, compte tenu de la crise en Ukraine, du relèvement également des taux directeurs de la Fed, mais on ne va pas rentrer dans les détails, effectivement, la Banque centrale s'est dit qu'elle n'avait plus les moyens d'intervenir avec ses réserves en devises sur le marché des changes, et donc elle a laissé se déprécier la livre égyptienne par rapport au dollar, et c'est pour ça qu'on a eu il y a à peu près une dizaine de jours cette dépréciation pratiquement de 15% de la livre égyptienne par rapport au dollar. Et donc du coup, aujourd'hui, ils ont un besoin de financement qu'on estime pour l'année en cours à 17 ou 18 milliards de dollars qu'il faut trouver. Voilà. Alors, les pays du Golfe, encore aujourd'hui, le Qatar a dit qu'il allait mettre 5 milliards de dollars à la disposition de l'Égypte. L'Arabie Saoudite, généralement, encore récemment, a placé 3 milliards de dollars sur le marché égyptien. Et le reste sera peut-être comblé par le Fonds monétaire international, dont c'est le rôle. Donc, il intervient au niveau mondial pour éviter des crises financières et notamment des crises ce qu'on appelle des crises de balance de paiement, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. On ne sait pas exactement, les autorités égyptiennes ne sont pas très bavardes sur le sujet, mais on ne sait pas exactement combien va manquer au final. Nous, on l'estime à 17-18. C'est le consensus également des analystes. Les pays du Golfe vont renflouer à peu près à 70%. Ensuite, il faut voir d'où vont provenir les milliards restants. Et le FMI peut très bien abonder une nouvelle fois. Le sujet du FMI, mais ça aussi c'est un sujet, on pourrait en parler longtemps, c'est que lorsqu'il intervient, il négocie avec le pays bénéficiaire un certain nombre de réformes structurelles à mettre en place. Donc c'est pas neutre. C'est pas une banque que vous allez voir pour votre crédit immobilier ou votre crédit à la consommation. Vous leur dites, moi j'ai envie d'acheter une voiture, vous me prêtez de l'argent, c'est quel taux? On se met d'accord, la banque vous prête l'argent, vous faites avec l'argent ce que vous voulez, vous achetez de la voiture que vous voulez. Avec le FMI, c'est pas ça. Avec le FMI, vous négociez, il va potentiellement vous mettre à disposition de l'argent, vous prêter de l'argent, qu'il va falloir rembourser évidemment, hein, c'est pas philanthropique, mais en contrepartie, le FMI va également dire aux pays récipiendaires, il va falloir mettre en place des réformes sur le plan social, des réformes en matière de subvention à l'énergie, des réformes en matière de subvention aux produits agroalimentaires. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à accepter pour les pays bénéficiaires. Je ne parle pas uniquement de l'Égypte, mais en règle générale. Et l'une des critiques qu'on a souvent faites au FMI, c'est que ils imposaient des cures d'austérité qui, au final, étaient profitables au pays sur le plan macroéconomique, mais qui avaient souvent des répercussions sociales qui étaient difficiles à accepter pour la population. Donc aujourd'hui, oui, pour répondre à votre question, il y a des négos qui sont en cours et le gouvernement ne s'en est pas caché. Il y a des négociations qui sont en cours entre les autorités égyptiennes et le FMI. Sur quel périmètre, on ne sait pas, on verra, mais avec très clairement à l'esprit, ce donnant-donnant, ok, peut-être qu'on va avoir besoin de quelques milliards du FMI, mais qu'est-ce qu'on devra donner en contrepartie en termes de réformes structurelles? C'est ça. En termes d'ajustement structurel, la question qui suit nos réflexions, c'est est-ce que finalement on peut faire plus libéral que l'Égypte, qu'elle n'est déjà en termes d'austérité, d'investissement vers des secteurs qui sont avant tout productifs, parce qu'il y a beaucoup de parts du budget égyptien qui va vers les secteurs non productifs, qui sont l'école, la santé, etc. Non, très peu. Très peu, c'est le talon d'Achille un petit peu de ce pays. C'est un pays qui a a 3 vraies vulnérabilités. Donc, on a parlé tout à l'heure d'une dette publique qui est élevée, mais c'est un pays où l'histoire est écrite.
Là, on a un problème de crise, un petit peu de balance des paiements, parce que le pays compte sur 3 rentes pour faire entrer des devises. La première rente, c'est les transferts financiers de la diaspora égyptienne. À peu près 9 millions d'Égyptiens qui travaillent à l'étranger, ça rapporte 30 milliards de dollars. C'est autant que tout ce que le pays exporte en une année. C'est énorme. Si ce moteur-là se grippe, on s'est d'ailleurs tous plantés lorsque je suis arrivé. Et je suis arrivé en septembre 2020, donc il y a 1 an et demi. On prédisait tous une chute vertigineuse de ces transferts financiers de la diaspora égyptienne à cause du Covid. Parce que on avait estimé que beaucoup d'Égyptiens allaient être licenciés, que effectivement tous les pays du Golfe où ils sont principalement présents allaient entrer en récession et que au final, forcément, par définition, ces transferts financiers allaient décroître. Ça n'a pas du tout été le cas, ils ont augmenté. Si vous voulez, je vous expliquerai notre position sur ce sujet-là tout à l'heure. Donc, les transferts financiers de la diaspora égyptienne, vous avez le canal de Suez, qui rapporte 5-6 milliards de dollars tous les ans. Et vous avez le tourisme. En année pleine, le tourisme, c'est 13 milliards de dollars. Si vous avez un seul de ces pourvoyeurs, de secteurs pourvoyeurs de devises qui se grippe, c'est toute l'économie égyptienne qui touche. Parce que vous aurez du mal à financer les importations souvent incompressibles dont le pays a besoin. C'est un petit peu ce qui s'est passé récemment. Et donc, les réformes structurelles que pourrait demander le FMI, c'est qu'il y ait moins d'intervention de l'État et des entreprises publiques dans l'économie. C'est là où il y a des vrais gisements. C'est pas tant sur la subvention au pain baladi, où il y a encore un petit peu de subvention dans l'énergie, mais ils ont fait déjà d'énormes progrès. Mais très clairement, le levier, c'est ça. Aujourd'hui, sans rentrer dans le détail de qui fait quoi, mais la Banque mondiale avait réalisé une étude sur la présence du secteur public égyptien dans l'économie. Sur 24 secteurs, les entreprises publiques, toutes confondues, se retrouvent dans 23. Voilà. Et avec les potentiels problèmes de distorsion de concurrence que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, c'est là où il y a les vrais gisements, pas tant sur les subventions en tant que telles. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va peut-être, on avait prévu jusqu'à 7 heures, donc on a un petit peu débordé, on vous a pris votre temps, on va peut-être conclure. Je vais laisser Rachel conclure, et en tout cas, de ma part, je vous remercie vraiment pour votre intervention, et ce sera vraiment au plaisir de éventuellement vous voir en présentiel si on a cette opportunité. Et je vous remercie vraiment pour tout cet exposé et le temps que vous avez pris pour répondre à nos questions. Je vais laisser Rachel conclure. Oui, non, je concours à ce que tu dis, Renaud. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention, pour votre sincérité dans vos réponses. Effectivement, il y a plusieurs sujets qui seraient certainement à poursuivre, à voir si votre emploi du temps, le nôtre et les programmes à venir nous donneraient cette opportunité. On va faire ça. On va faire ça parce que c'était l'idée. Sur le fond, moi, je viens quand vous le souhaitez, en fonction des thèmes que vous voulez traiter. C'est un peu mon cœur de métier, la macro, mais pas que. On fait soutien aux grandes entreprises, on a nos propres financements. Je pourrais même venir vous expliquer ce qu'on fait parce que je suis certain que beaucoup ne savent pas ce que fait un service économique et embrayer ensuite sur d'autres sujets en présentiel si vous le souhaitez. Moi, je suis à votre disposition. C'est uniquement une question d'agenda. Donc, si on arrive à faire coller les agendas, moi, je suis totalement à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.